Alors, T'as trouvé au niveau des costumes ou... attends, ça charge, calme-toi. J'ai celle-ci qui est pas trop mal, quoique en réfléchissant peut-être un peu grande. Oui, un peu juste. Celle-ci qui est pas mal, après c'est un style, faut aimer. Oui, en effet. T'aimes bien ou t'aimes pas Moyen. Moyen, ok. Et celle-ci, je pense on peut pas y résister, vraiment, elle est parfaite. Oui, mais quoi qu'un peu cher quand même. Je suis pas riche comme Crésus. C'est vrai que ça vient d'où déjà Crésus, c'est qui? Alors on n'avait rien à faire de nos vies, du coup on a lu ça. L'enquête d'Hérodote, c'est un seul livre, ou plutôt, devrais-je dire, dans l'édition 2, qui sont divisés en 9 tomes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. C'est des divisions qui ont été faites par la suite pour faciliter la lecture du texte, parce que ça fait quand même près de 1000 pages. Hérodote avait de quoi écrire puisqu'il a voyagé à travers le monde entier, ou plutôt le monde entier de son époque. C'est-à-dire l'univers connu, en soi l'Europe, la Grèce, l'Égypte, le nord de l'Afrique, et une partie à l'est, donc l'Asie. En majorité l'Empire perse. Et donc Hérodote, à travers son ouvrage, essaie de comprendre l'origine du conflit entre la Perse et la Grèce, donc entre le monde occidental et oriental. Hérodote, né à Halicarnasse, c'est aux alentours de -484-485, donc Halicarnasse c'est une cité qui est située en Asie mineure, à peu près. En gros le mec est un globe-trotter, ce qui est surtout très impressionnant pour l'époque où il y avait des dangers vraiment un peu partout. Il fallait prévoir les brigands, la nourriture et aussi les animaux sauvages. C'est pas rien de pouvoir être un globe-trotter à cette époque de l'histoire. Et ce qui l'a vraiment poussé à voyager, c'est qu'il a eu des tentatives de coup d'état à la suite de la mort d'une chef de sa ville, Halicarnasse. Et il va du coup être exilé par son peuple, qu'on dit ostracisé. Ça se passe aussi en Athènes. Et il va rencontrer notamment un certain Périclès. En gros, Périclès, c'est le mec que tout le monde voit en cours d'histoire en 6ème, qui a un truc chelou sur la tête, voilà, peut-être que maintenant vous l'avez. C'est un stratège très connu à Athènes, dans la Grèce antique. Hérodote, aujourd'hui, on en parle beaucoup comme étant le père de l'histoire, parce que c'est lui qui a apporté une vision particulière par rapport à son monde, qui se voulait un petit peu objective. C'est lui qui a commencé à avoir une dynamique, vraiment une méthode historique, en mode on va faire attention à ce qu'on dit, on va... Si on sait pas si c'est vrai, le dire, mais on le dira quand même, et ensuite on va peser le pour et le contre pour déduire si c'est vrai ou si ça ne l'est pas. L'enquête, ça a donné naissance au final à l'histoire, même s'il y a d'autres choses qui ont contribué à la création de cette matière. Et pour finir sur sa vie, après il part à Touria, et voilà, c'est exact. Donc c'est une ville qui est située en Italie de nos jours, mais qui était parce que l'Italie était devenue une colonie grecque. Donc, et il est parti avec plusieurs colonisateurs, donc je sais pas, voilà, plusieurs colons, parce qu'il voulait avoir une vraie identité, il voulait vraiment être un citoyen, puisqu'il était rejeté de sa ville natale, qu'à Athènes il n'avait pas de droit civique, puisqu'il n'était pas citoyen, donc il a décidé de vivre du coup, et d'être reconnu. Alors il faut savoir que les animaux en Égypte, ils étaient sacrés, c'est-à-dire que ils étaient respectés par la population, on va dire ça. Et ça pouvait évoluer, voire changer en fonction des nomes, c'est-à-dire que c'est des régions, comme aujourd'hui on a les départements et les régions, c'était ça, c'était des zones où la réglementation pouvait changer et donc les animaux n'étaient pas forcément sacrés, c'est-à-dire qu'il y avait une réglementation sur quel animal je peux tuer, quel animal je ne peux pas tuer, quel animal je dois respecter. Après il y avait des accords communs, c'est-à-dire par exemple tuer un faucon, donc symbole du dieu Horus, et accessoirement père du pharaon. C'était extrêmement mal vu, c'était même une peine de mort souvent, que ce soit volontaire ou non, la personne mourait. On ne tuait même pas les animaux sacrés en cas de guerre, tout ça, parce que c'était vraiment un acte impie. C'est-à-dire on trahissait sa religion parce que l'animal avait une vraie force, c'était un cadeau de la nature, c'était même le représentant de Dieu. Et on retrouve ça notamment à Memphis, donc une des plus grandes villes et un des plus grands centres religieux d'Égypte, où il y avait un taureau sacré, c'était le taureau, et j'ai oublié son nom. Donc c'est le taureau Apis. C'est un peu particulier, disons que c'était un taureau dit divin qui était sélectionné parce que c'était de l'élevage et il fallait qu'il ait il respectait différents critères qui lui permettaient d'accéder à ce rang-là. Et la mère de ce taureau-là est restée chaste, puisqu'au restant de sa vie, elle n'avait plus aucun contact avec les autres taureaux, elle pouvait plus procréer. C'était pour dire qu'elle était mère d'un dieu. Ok.
Concernant les espèces qui sont sacrées, je peux vous en citer 3, je vous inviterai à découvrir les autres parce qu'il y a des anecdotes qui sont plutôt sympathiques. En premier, le chat, donc ça c'est quelque chose qui est assez répandu, on le sait aujourd'hui. Le chat était sacré en Égypte, dans la région de Boubastis, principalement à cause de sa ressemblance avec la déesse qui a la tête de chat, qui s'appelle Babstet. On a aussi le crocodile, qui lui était sacré dans le nome de Crocodilopolis. On dirait un début de dessin animé, alors papa et maman crocodile dans la ville de Crocodilopolis. Et non, du coup ça a vraiment existé, donc c'était pas loin du lac Moeris, donc c'est un lac qui a quand même une certaine importance au vu des Égyptiens. Et du coup à Crocodilopolis, oui, le crocodile était sacré. Ils sont sacralisés vraiment à un point comme si c'était la divinité elle-même, et on fait de l'élevage de ces animaux-là. Il y a des gens qui passent leur vie, qui étaient destinés, qui étaient voués à devenir prêtres, à s'occuper de ces animaux. C'était un peu comme un berger avec ses moutons, mais sauf que là c'était vraiment quelque chose de très très important, qui était le centre même culturel, le fondement de toute la culture égyptienne. En même temps, quand t'as une ville qui s'appelle Crocodilopolis, tu te doutes que l'importance est présente. Voilà, l'importance pour les crocodiles est présente. En troisième, on a l'hippopotame qui était respecté aussi dans une partie d'Égypte. L'hippopotame, c'est pour une raison un peu étrange, parce qu'on pourrait dire que c'est un animal très dangereux, un peu comme le crocodile finalement. Comme ils étaient élevés, ils restaient dangereux, hein. Ils avaient quand même des enclos très très particuliers. Le crocodile, la raison pour laquelle il était sacré, c'était déjà un type de crocodile particulier, parce que ça représente la déesse Tauris. Donc c'est une femelle déjà hippopotame, le mâle était très mal vu, qui était en plus de ça enceinte, donc c'était juste un symbole de fécondité qui pouvait être utilisé en amulette lors des accouchements des femmes, tout simplement. On rajoutait à cela, pour les accouchements ou même pour les soigner les maladies, des incantations magiques, parce que comme je disais, la magie, enfin la parole est très très puissante et a vraiment un effet important, un point d'effet placebo finalement. Deuxième fact sur les animaux, ici on parle pas de sacralisation, on parle juste d'un truc un peu fun. C'est en partie ça qui m'a donné envie de faire la vidéo, parce que je me suis dit qu'il y avait des anecdotes qui étaient quand même assez originales. Ici on parle de troupeaux de bœufs, donc imaginez, qui aura des cornes si longues qu'elles toucheraient le sol. Si bien que ces cornes-là, ça les gênerait dans leur avancée, et ils ne pourraient absolument pas avancer. C'est un mouvement qui serait impossible pour eux, ils seraient obligés de reculer. Donc imaginez des troupeaux de bœufs qui reculent pour se déplacer. Ici on est sur des bœufs qui ont l'appellation de bœufs opistonome avec un O, ça paraît assez invraisemblable. Pourtant, des historiens ont retrouvé des fresques qui représenteraient ces bœufs. Il y aurait vraiment une présence de ces animaux-là qui serait avérée et prouvée, même si ça paraît complètement fou d'imaginer ce genre d'animaux. Pour reprendre l'idée évoquée, les bœufs opistonomes, donc ils se trouvaient finalement dans le Sahara, donc ça fait une grande étendue, je le reconnais, et la population qui s'occupait de ces animaux-là, c'était les Garomantes, et c'était un peuple dont on a très peu de traces, et dont parle notamment Hérodote pour exprimer du coup et mettre en avant ces fameuses drôles de créatures très étranges. On peut juste ajouter que ici vous n'aurez pas de représentation de ces bœufs. On l'a cherché sur internet, ça n'est pas présent. On en parle déjà un tout petit peu dans le bouquin d'Hérodote. Mais si par hasard vous avez connaissance de cette anecdote et que vous avez 2-3 infos ou des bouquins qui en reparlent, je vous invite à balancer tout ça dans les commentaires pour les autres personnes qui seraient intéressées. Pour continuer, on va essayer de passer à une partie encore qui reste dans la mythologie, mais qui tente à s'éloigner un peu du cadre égyptien. Donc on va parler d'Héraclès, donc le fameux héros grec très connu, très popularisé dans les mythes, dont on nous parle depuis l'enfance et qui ont même bercé peut-être certains d'entre vous. Mais... Petite parenthèse, pour ceux qui sont totalement perdus, parce que je sais qu'il y en a, et il fait pas genre, Héraclès, en grec, ça correspond à Hercule, en latin ou pour tout ce qui est romain. Voilà, donc pour ceux qui étaient perdus, je vous remets là-dedans. Et ce personnage-là, au final, peut-être qu'on ne connaît pas si bien que ça. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est un peu particulier. C'est-à-dire que Héraclès ne serait pas grec d'origine, mais bien égyptien. Et il serait pas seulement un héros, mais même un dieu. C'est-à-dire que c'est une autre échelle dans les cultes. Et on a retrouvé des traces de ça, des preuves de ça, et c'est Hérodote qu'on parle, on va dire le premier, et qui vraiment met l'accent sur ce point, en prouvant, à sa manière bien évidemment, que Héraclès est apparu d'abord en Égypte, puis après en Grèce, et ça aurait été des colons grecs qui seraient allés le récupérer, entre guillemets, et se l'approprier, pour en faire une figure de proue de la culture grecque. Du coup, c'était un des dieux primordiaux égyptiens, donc c'est quelque chose qu'on connaît assez mal, même j'avais tenté de me renseigner, je suis navré, j'ai rien trouvé. C'est des cercles de divinités qui ont engendré les divinités qu'on connaît en Égypte. Héraclès, donc le dieu égyptien pour le coup, on a retrouvé un temple
où il était célébré il y a 4000 ans à peu près, donc c'est une grande échelle de temps, alors qu'en Grèce il est apparu qu'il y a 3000 ans, 3500 ans, et on a trouvé qu'il y a un culte pour un dieu et non pas pour un héros, puisque le culte du héros ça se retrouve uniquement en Grèce, avec Achille, Ulysse, du coup Héraclès. On pourrait poursuivre avec une ribambelle d'autres noms, mais ça prendrait plus d'une vidéo. Je peux préciser que 3 c'est une ville, c'est pas un chiffre. Donc on va laisser Héraclès de côté et s'attaquer à la guerre de Troie, puisque oui, même s'il ne s'agit pas du même auteur, à savoir Hérodote, mais bien d'Homère et de l'Iliade, avec ses 24 chants légendaires, et bien Hérodote en reparle, mais à sa façon, et explique qu'il y a une autre version, la guerre de Troie, enfin selon le bon dire, qui se serait déroulée non pas à Troie, mais en Égypte, pour la partie la plus importante et la plus conséquente. Le récit prendrait part à la suite du coup de l'enlèvement d'Hélène. Hélène enlevée avec Paris, accoste en Égypte suite à une tempête. Avant de repartir, il se fait interrompre et attraper par des gardes-côtes égyptiens, qui l'emmènent directement avec sa compagne, Hélène, auprès du pharaon Protée. Celui-ci interroge Paris sur sa compagne et lui-même pour savoir qui il est et où il compte aller. Il lui raconte donc son aventure, à la prise de sa compagne, à savoir Hélène, Femme de Ménélas, qui s'est fait être capturée par Paris et il compte l'épouser et l'emmener illégalement du coup à Troie. puisque Paris il a pas peur, hein. Il voit une fille qui lui plaît, elle l'aime bien aussi, il la capture, si elle est mariée il n'y a pas de souci, et il décide de se marier direct avec quoi. C'est très grec. Hein. Il part à Las Vegas quoi là, en gros, là il est parti, là, il est dans son trip. Protée va décider de garder Hélène, sans l'épouser mais juste en attendant de la remettre à son véritable époux. De son côté, Paris repart à Troie, où il va protéger en partie la cité durant 10 longues années, avant que celle-ci ne périsse sous les coups des Grecs, qui, selon Hérodote, seraient repartis les mains vides, sans Hélène, puisqu'elle serait restée auprès de Protée. Par la suite, Mélénas part en Égypte rechercher sa compagne. Une fois avant de repartir, puisque la mer était tumultueuse, il décide de faire un sacrifice de 2 enfants. Logique. Très très sympathique. C'est vrai. Très grec. Il les tue avant de partir finalement sur la mer qui serait apaisée par ce sacrifice. Logique. Alors Hérodote est aussi connu pour avoir fait un travail de recherche géographique sur une bonne partie de l'Europe, le bassin méditerranéen, bref les endroits qu'il a visités ou les personnes qui ont pu témoigner des différents reliefs, de ce qu'il pouvait avoir à ces endroits-là, et il a essayé de tout rassembler dans son livre pour donner une impression générale du monde dans lequel il vivait. Donc là on part vraiment sur le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique qui forment le bassin méditerranéen. Mais il y a quand même des grosses incohérences et des lacunes à l'intérieur de cette carte. Parce qu'on va vous montrer une carte qui est faite à partir de ce que Hérodote a dit, donc c'est pas lui qui l'a faite, ça découle des livres qu'il a écrits. De ses descriptions et même de des descriptions de ses contemporains, du monde que s'imaginaient les Grecs. Donc il y a des choses qui sont extrêmement précises et d'autres qui sont très floues. Donc on a 2 fleuves qui se représentaient un peu bizarrement. On a l'Istros, qui aujourd'hui est appelé le Danube, qui représentait un peu telle une droite, traversant la France, alors que le Danube en France, pas vraiment. Et on a aussi le Nil qui est représenté à peu près bien, jusqu'à un moment où on se rend compte que ils n'avaient pas vraiment d'informations et c'est plus des suppositions qu'autre chose. Et on a un Nil qui nous fait une équerre, vraiment, à un endroit. Voilà, alors que dans les faits, le Nil, il descend tout le long de une bonne partie du long de l'Afrique. Ça peut montrer qu'une représentation géographique, ça peut donner une idée de ce que les gens savaient sur le monde de l'époque. Là, ici, cette incohérence, ça montre surtout qu'il n'y a personne qui était descendu jusque-là, au final. C'était très limité, les gens n'avaient pas forcément les témoignages, puisque c'était des zones dangereuses, inconnues, et à l'époque, les conditions, comme on l'expliquait, étaient très très complexes, et les gens ne pouvaient pas toujours se le permettre aussi. On va parler maintenant des guerres médiques parce qu'on pouvait tout simplement pas passer à côté étant donné que c'est un petit peu la base de l'écriture d'Hérodote. Il a écrit l'enquête pour relater l'histoire des guerres médiques. Et donc les guerres médiques, c'est une guerre qui oppose les Grecs aux Perses et qui sont représentées à travers plusieurs batailles absolument décrites par Hérodote et par aussi des témoignages récoltés au fil de ses voyages. Et notamment à Athènes où il a croisé d'anciens combattants qui lui ont du coup pu lui donner les réponses à certaines de ses questions. Donc la première bataille des guerres médiques, c'est Marathon.
donc très célèbre, dont on a beaucoup entendu parler, et elle marque le premier conflit entre ces deux grandes puissances. Là, ça a opposé les Athéniens en particulier, puisque tous les Grecs n'étaient pas unis, il faut savoir, c'était plusieurs petits peuples qui vivaient dans leur coin, dans une région de Grèce. Donc il y avait du coup les Athéniens contre les Perses, menés par Darius. Ça se déroulait en moins 490 environ, et ce roi Darius a emmené une troupe pour se venger des Athéniens. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi sur Terre à battre du coup, ces forces grecques présentes sur le terrain et à s'emparer d'Athènes. Donc ils sont repartis bredouille, alors qu'ils étaient supérieurs en nombre, mais moins bien organisés et moins bons d'un point de vue individuel. Et ils ont été obligés de fuir, puis de laisser la vengeance de Darius inassouvie. La deuxième bataille qui suit, c'est celle des Thermopyles. Donc elle est très connue dans la culture populaire puisqu'elle a eu le droit à son propre film, 300, qui met en avant le roi Léonidas de Sparte, qui défend du coup les Grecs, contre le roi Xerxès, donc fils de Darius, roi des Perses. La bataille se situe après en moins 480. Les Thermopyles, ça signifie littéralement aussi les portes des eaux chaudes, et c'est un tout petit passage, un couloir assez étroit qu'il faut passer pour arriver en Attique, donc la région où se situe Athènes. Ensuite de cela, donc dans cette bataille qui va être assez meurtrière, les forces opposées étaient très inégales, puisque d'un côté il y avait peut-être 60 000 au minimum soldats perses contre 4 000 soldats grecs. Vous allez me dire 300, alors pourquoi ce nom? Puisque 300 c'était les 300 soldats spartiates qu'on pourrait dire de classe supérieure, qui étaient reconnus comme citoyens spartiates, et comme ils emmenaient avec eux 10 hoplites par chaque Spartiate. Ilotes par contre, pas hoplites, parce que hoplites c'était les combattants avec des lances, un bouclier, c'était un type et même un style de combat, tandis que Ilotes ça correspond plus à un esclave au final. Oui c'est ça, c'est un rang dans la société finalement, même voilà. Spartiate. Et donc c'est là où il y a une petite erreur, ou au moins un choix des réalisateurs du film 300, c'est que il n'y a pas eu vraiment 300 soldats en tout qui ont pu défendre les portes des eaux chaudes, les Thermopyles, parce qu'il y avait évidemment 300 citoyens spartiates à proprement parler, mais pour chaque citoyen on avait 10 esclaves qui étaient derrière, 10 ilotes, et donc il y avait 10 fois plus de troupes. Donc c'est un choix du réalisateur de montrer et de faire en sorte qu'on croit qu'il n'y ait que 300 personnes. Alors évidemment qu'il y a bien une démesure, même s'il y a 10 fois plus de Spartiates, ils sont quand même nettement en infériorité par rapport aux troupes perses. Mais il faut aussi voir que la vérité historique se situe entre deux, c'est-à-dire que c'est pas vraiment 300 le film, mais il y avait quand même un déséquilibre. Voilà. Après, ça avait pour but de glorifier évidemment le film, la grandeur et la gloire de Sparte, même s'ils ont fait preuve de bravoure. Il faudrait aussi admettre que cette défaite, elle aurait pu être bien moindre, ou peut-être même être une victoire si seulement les troupes spartiates avaient daigné bien renvoyer d'autres soldats en supplément, puisque la bataille des Thermopyles était vraiment prévue pour plus tard. Et ils ont finalement laissé leurs troupes seules contre une armée qui était bien plus nombreuse qu'elle. Par la suite, un autre conflit qui s'ouvre, donc la troisième grande bataille, c'est celle de Salamine. Donc je pense que vous avez aussi entendu parler, même si elle est un peu moins mise en avant. Donc c'est une bataille navale qui a été remportée par Athènes et ses alliés, donc Sparte en était aussi. Salamine, c'est une petite île qui est à côté d'Athènes, et la zone est très resserrée, c'est quelque chose qui ne permet pas le passage à de nombreuses troupes. Et c'est là l'intelligence du génie grec, c'est qu'ils ont profité de la démesure de l'armée perse et de la forcer à se restreindre, à combattre en nombre inférieur, auquel ils étaient prêts à se défendre, et à permettre finalement la victoire salvatrice, qui n'aura malheureusement pas réussi à sauver Athènes, puisqu'Athènes aura été prise avant et abandonnée du coup par les Athéniens qui n'avaient aucun moyen de se défendre suite à la prise des Thermopyles, et qui ont préféré fuir vers le sud de la Grèce, pour défendre le peu d'espace qui leur restait finalement. Voilà, c'est une des plus grandes batailles, même si peu mise en avant. Dernière bataille. Voilà. Donc là, enfin, la dernière bataille, qui oppose encore une fois les Perses et les Grecs, mais qui mettra un terme aux guerres médiques. Xerxès et la majeure partie de ses troupes ne restent pas sur place, puisqu'il se rend compte que prendre la Grèce, ça risque d'être un gros problème et plus complexe que ce qu'il ne pensait. Du coup, il repart en Perse et il abandonne. Disons que Mardonios, l'un de ses grands généraux, va décider, au profit pour la gloire, pour essayer d'obtenir une récompense auprès de son roi, de reprendre le Péloponnèse. Ce qui est une tâche très ardue, surtout qu'il a qu'un tiers des troupes. Mais du coup, ça va pas se passer comme il le souhaite. Il va essayer, il va attendre une année, donc on passe en moins 479,
La bataille se déroulera à Platée, c'est une petite ville assez proche d'Athènes. Et c'est là que va se dérouler la dernière bataille, une sorte de grand assaut final entre les troupes grecques à leur complet et quoique à leur complet. Disons que certains alliés ont un peu fui ou n'ont pas assisté à la bataille et ont laissé les deux grandes troupes, à savoir Athéniens et Spartiates, pour remporter et libérer la Grèce du joug perse. Puisque la liberté c'est une des valeurs fondamentales des Grecs et ça se retrouve notamment en philosophie, dans tout. C'est honteux pour un Grec de ne pas être libre. Mais ils avaient des esclaves. Ça va pas être parfait. Du coup, on va quand même revenir sur Crésus parce que c'est un peu de là qu'on est parti. On a voulu mener l'enquête, sans mauvais jeu de mots, et on a découvert un peu Hérodote qui nous a amené à découvrir de nouvelles choses, mais aussi au travers de l'enquête d'où vient l'expression riche comme Crésus, puisqu'il développe un petit peu la vie de ce personnage, Oui. Crésus qui était roi de Lydie. Une région qu'on vous montrera sur la carte, donc c'est pas loin d'Halicarnasse notamment, comme ça nous permet de revenir, c'est en Asie mineure, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ce roi, donc il a régné de moins 561 à moins 547, Ouais. Et il n'est pas mort directement ensuite, il n'était juste plus roi, il a été du coup capturé et il a servi de conseiller au roi Cyrus et son descendant Cambyse. Il était riche comme un roi, mais plus riche que certains rois. Il avait vraiment une grande fortune. Et ici, on en a autant parlé, c'est qu'il a fait des dons totalement astronomiques, des quantités d'or, d'argent, qu'on voyait très rarement. Et c'est ce qui lui a valu cette reconnaissance un peu. À travers de d'homme l'expression. riche. Voilà, au travers de cette expression. Hors de ma cité, voyage tangue vers l'ouest. Égypte, Grèce, Cyrénie, libre des Perses. Ravi d'apprendre, curieux de tout. Des cultures, omniscience, de la collecte à l'écriture. Dorénavant, je raconte, ou plutôt j'enquête. Autant passant en témoignage des conquêtes, tout un chacun mérite attention. Ces histoires à écouter, tant vous donnera raison d'y croire, que les muses chantent ce savoir. Moi, avant, je connaissais pas vraiment l'histoire de Crésus. De même. Voilà, Et donc, c'est un plaisir de l'avoir découverte et voilà. de l'avoir partagé avec vous en partie. Même Maintenant, si vous savez. même si du coup, un peu à la manière d'Hérodote, on est passé par nombre de digressions. C'est Et ça. on espère vraiment que ça a pu vous apporter quelque chose, je pense. Oui. Que la vidéo aura un intérêt et C'est continuera ça. d'être. On a essayé de vous faire découvrir un peu ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de ces livres pour vous donner envie de les ouvrir. Moi, je vous l'ai dit, je les ai pas ouverts, mais ça m'a donné envie de découvrir tout ce qu'il peut avoir autour. On vous remercie d'avoir assisté à la vidéo quand même. C'est ça, on vous remercie D'avoir été curieux avec nous. d'avoir enquêté. Alors, enquêté, oui, on peut le dire. Eh bien, merci à vous et puis à une prochaine. À une Ça m'a fait prochaine. plaisir en tout cas. Moi aussi, c'était un pur plaisir. Ciao. Ciao.